RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, débat du jour de ce 7 octobre forcément consacré largement à cette terrible attaque du Hamas sur Israël il y a un an. On va y consacrer une grande part du débat, Louis Lefebvre. Oui, même presque la totalité de ce débat avec plusieurs axes. D'abord, peut-être réfléchir à la phrase d'Emmanuel Macron, les livraisons d'armes. Faut-il continuer à aider Israël si tant est que la France livre des armes? Emmanuel Macron nous a dit le contraire. Et donc, savoir comment se positionner par rapport à ce sujet et puis essayer de tirer le fil, le maigre fil de la paix. Comment peut-on imaginer sortir de ce conflit? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique qui est engagée? Est-ce qu'il faut faire machine arrière? Est-ce qu'il y a d'autres cartes à mettre sur la table? On va voir ce que nos débatteurs ont à nous dire. Et pour cela, nous sommes accompagnés de Sylvie Berman. Bonjour. Bonjour. Diplomate, ancien ambassadeur de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Et Yves Mamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste au journal Le Monde, essayiste, et vous pouvez réagir tout au long de ce débat. direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Espérez-vous encore une issue favorable au Proche-Orient, au Moyen-Orient? Dites-le nous par mail, direct@radionotre-dame.com. Et donc, on va essayer de voir quelles sont les solutions que l'on pourrait mettre sur la table de ce conflit qui a donc désormais un an, mais si on remonte plus loin dans l'histoire, il en a peut-être 76, et puis il a été émaillé de nombreuses guerres. En quoi cette date du 7 octobre est-elle d'ailleurs historique pour les Israéliens? Eh bien, c'est le fait que c'est l'attaque la plus meurtrière qui ait été jamais menée sur leur territoire. Une attaque terroriste survenue donc le long de la bande de Gaza, comme on a pu le dire, avec 1200 morts, et puis une réplique israélienne très puissante qui continue et qui aujourd'hui menace de faire du Liban une autre bande de Gaza en quelque sorte, un autre territoire dévasté. Alors Sylvie Berman et Yves Mamou, on va essayer de voir ce que l'on peut essayer d'espérer dans la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on peut déjà commenter la phrase d'Emmanuel Macron qui dit « Je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas », a-t-il ajouté dans un entretien qui avait été enregistré le 1er octobre. Sylvie Berman. Le problème, c'est que évidemment, tout le monde est pour la paix, tout le monde souhaite la paix, tout le monde souhaite une solution politique en espérant qu'elle arrivera un jour. Et pour ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, c'est évidemment autour de la solution à deux États. Elle est pratiquement impossible, mais il n'y en a pas d'autre non plus. Et une solution impossible, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le moment, ce n'est acceptable par aucun des dirigeants actuels. Je veux dire, on ne peut pas y avoir de paix avec le Hamas qui prône la destruction d'Israël, avec l'autorité palestinienne qui précisément n'a aucune autorité, et Netanyahou est contre une solution à deux États. Maintenant, le problème, puisque vous m'interrogez sur la déclaration du président de la République, c'est qu'elle intervient à 2 jours de la commémoration du pogrom, puisque c'est de ça qu'il s'agit, du 7 octobre, qui est un véritable traumatisme pour les Israéliens. Et dire à ce moment-là qu'il faut cesser de fournir des armes, sachant en plus que la France n'en fournit quasiment pas, c'est très mal compris en Israël. C'est une faute diplomatique ? Alors, j'appellerais ça un incident diplomatique. Je pense... il y a la réaction de Netanyahou qui est très, très vive. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction également des Israéliens, y compris des familles d'otages, qui voient ça un peu comme une trahison. Cette phrase, que signifie-t-elle précisément? Elle signifie que la France est plutôt traditionnellement du côté de sa politique arabe? C'est ça que ça veut dire? Que sa diplomatie est traditionnellement de ce côté-là? Ça signifie aussi qu'elle est prise en otage par une extrême gauche très militante sur le sujet? Alors, c'est peut-être un des éléments, mais il ne faut pas oublier qu'il s'adressait à la conférence de la francophonie et que la majorité, c'est des pays du Moyen-Orient, précisément. Je ne sais pas si le Liban était là ce jour-là, mais j'imagine. Mais en tout cas, c'est un membre très actif de la francophonie avec qui on contribue beaucoup. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai été à un moment directrice de la francophonie. Il y a les Égyptiens, enfin, il y a un certain nombre de pays. Donc, je pense que ça s'adressait aussi à ces pays-là et sans penser au retentissement en Israël. Parce qu'en même temps, et d'ailleurs, le président de la République a dû réaffirmer le lendemain que la France était un soutien indéfectible d'Israël. Indéfectible, qu'est-ce que ça veut dire en langage diplomatique ?
Eh bien, ça veut dire que quand Israël est menacé, on vient à son secours. Donc, ce n'est pas uniquement diplomatique, puisque la France est intervenue militairement contre les missiles envoyés par Téhéran. Et donc, il y a cette activité-là. Par ailleurs, bon, ce que recherche la France de manière générale, c'est une paix négociée. Simplement, pour le moment, c'est difficile parce que je pense aussi que Netanyahou a l'illusion, parce que je pense que c'est un peu une illusion de reconfigurer le Moyen-Orient. Alors peut-être que l'affaiblissement du Hezbollah aura des conséquences, y compris au Liban. Mais je pense qu'on n'en est pas là. Ce que recherche Netanyahou, c'est une victoire. Mais la victoire, c'est quoi? Parce que c'est difficile d'annihiler entièrement le Hamas, qui continue d'envoyer des roquettes sur Israël. Le Hezbollah continue aussi, même s'il a été très affaibli. Et le Hamas est affaibli, et Téhéran est affaibli en ce sens qu'il a perdu ses proxys. Que faut-il entendre par victoire? Ça sera un chapitre de notre débat, Sylvie Berman. On va d'abord faire réagir Yves Mamou à la position française telle qu'elle a été mal comprise par les Israéliens. Mais je crois qu'elle a été mal très comprise bien ou mal comprise. entendue? Je crois qu'elle a été très bien comprise. Ils ont pris ça comme un geste d'hostilité manifeste. Rappelons que... Mais c'est le cas pour vous? Je me dis que cette réflexion de « il faut désarmer Israël » vient d'un président qui, il y a un an exactement... Ce n'est pas désarmer, c'est ne plus livrer d'armes. C'est pareil. Proposé il y a un an de faire une coalition internationale contre le Hamas. Donc on était dans une autre logique de guerre généralisée contre le mal. Et là, tout d'un coup, on dit le mal, c'est Israël. Donc c'est ça. Voilà, ce que je pense, c'est que le président français s'est senti extrêmement vexé que sa proposition de trêve faite en collaboration avec les Américains, c'est-à-dire une trêve de 21 jours avec le Hezbollah, ait servi en réalité à Netanyahou pour faire croire au Hezbollah qu'il cherchait une solution d'apaisement, alors qu'en réalité, il préparait l'assassinat de Nasrallah. Et que c'est ça qui semble être... le président français, je pense, a eu le sentiment d'avoir été berné, et je crois qu'il l'a été en réalité, effectivement, berné. Mais parce que le Premier ministre israélien s'est servi de lui et de Joe Biden en faisant croire qu'il acceptait une trêve. Mais ça n'avait pas été formalisé, cette trêve. Non, mais elle était sur la table et Netanyahou avait laissé entendre que ça l'intéressait. Donc je pense que les Iraniens d'un côté et le Hezbollah de l'autre s'étaient sentis... disons, tranquille pendant quelques jours, le temps que les choses se précisent. Et c'est précisément dans cette période intermédiaire que le chef du Hezbollah a pu intégrer tranquillement son bunker, et c'est là où il a été piégé par les bombes ultra performantes. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y avait un embargo des États-Unis sur ces bombes ultra perforantes. Et... juste brusquement, les Israéliens peuvent en balancer 40 ou 50 sur un bunker. Et donc je me dis que quand même, il y a un double discours des États-Unis qui est, d'un côté, on veut faire la paix, on veut absolument l'apaisement, etc. Et en même temps, on livre à Israël des bombes que les États-Unis sont quasiment seuls au monde à fabriquer et qui permettent seuls de frapper à 60 mètres sous terre, quoi. Et donc c'est ça qui est très intéressant, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a frappé et j'ai remarqué que personne n'avait soulevé ce point. Double discours des États-Unis et équivoque dont Israël a su tirer parti avec la trêve et Emmanuel Macron qui s'est senti floué dans cette histoire. Sylvie Berman, ça correspond au scénario auquel vous souscrivez? Alors, je ne sais pas si simplement il s'est senti floué, mais il y a une phrase dans son discours qui est intéressante, c'est qu'il a dit il y a une inconséquence à appeler à la paix et à fournir des armes. C'est-à-dire que ça vise directement Joe Biden, puisque c'est Joe Biden qui, à ses côtés, aux Nations Unies, a appelé à une trêve, en particulier avec le Liban, et a prévenu contre une opération terrestre. Donc, il a effectivement cette réaction-là. Je ne sais pas si c'est la cause principale ou si c'est son électorat à ce moment-là. Et de toute façon,
Les Américains, même s'ils sont plus clairs, parce que pour les Américains, le soutien à Israël est une priorité de tout gouvernement, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains. Alors même si il y a eu une montée en puissance de la gauche pro-palestinienne, en particulier dans les universités, il n'empêche que pour les États-Unis, c'est existentiel ce soutien à Israël. Donc il y a une différence effectivement avec la France. Donc de toute façon, ils en reviendront toujours à ça. Ils essaieront de favoriser une paix. On peut dire que Netanyahou n'écoute pas beaucoup Joe Biden, mais est-ce qu'on peut imaginer... la priorité, c'est le soutien et la capacité d'Israël à se défendre. Si on va dans la continuité du propos d'Yves Mamou, est-ce qu'on peut imaginer que la proposition de paix ait été une ruse avec Joe Biden, montée par les Israéliens avec Joe Biden, pour faire croire au Hezbollah qu'Israël n'attaquerait pas maintenant et donc faire baisser la garde au Hezbollah? Est-ce que ça, c'est concevable Est-ce qu'on peut se servir de la paix et des arguments diplomatiques de ce type pour en fait mener une guerre souterraine qui éclatera un petit peu plus tard? Alors, il y avait une raison également pour laquelle on ne croyait pas qu'il y aurait cette attaque contre le Hezbollah, c'est que Netanyahou était à New York précisément. Et on pense qu'une attaque intervient quand le chef d'État est dans son pays. Et donc ça aussi, ça a pu tromper le Hezbollah. Et on peut imaginer qu'Israël ait eu l'intelligence stratégique là aussi d'envoyer tous les signaux qui feraient croire que le pays n'attaquerait pas. C'est possible. C'est possible. C'est pas exclu. Oui, non, c'est tout à fait possible. Yves Mamou, vous le pensez? Moi, je crois que ce qui s'est passé pendant 11 mois, c'est que donc, le Hezbollah canonne le nord d'Israël pendant à peu près 11 mois. Les Américains empêchent Israël de répliquer. Donc, vous avez déjà Gaza, là, ils ont du mal déjà à empêcher Israël de faire la guerre au Hamas. Donc, on ne va pas en plus ouvrir un front à la veille des élections présidentielles américaines au nord avec le Hezbollah et donc plus directement avec l'Iran. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après 11 mois de négociations où Amos Hochstein a été en permanence à Beyrouth pour convaincre le Hezbollah de cesser de canonner le nord d'Israël, ils ont baissé les bras, je pense. Et à un moment donné, il est possible que le déclic ait pu se faire en disant « ils nous embêtent, on va leur montrer que la guerre est aussi un instrument de la diplomatie. » Et que donc on livre des armes à Israël spécifiquement pour cibler le chef du Hezbollah. Et donc que les États-Unis se sont résolus en fait à l'option... Oui, faute d'obtenir quelque chose du Hezbollah pendant 11 mois. Ce qui était très long, 11 mois quand même, parce qu'il y a presque 80 000 Israéliens qui ont quitté leur logement, leur travail, qui vivent dans des hôtels aux frais du gouvernement. Enfin, c'est une charge très très lourde pour la population et pour l'État. Sylvie Berman. Oui, tout à fait, absolument. Et l'armée israélienne voulait frapper le Liban depuis longtemps. Enfin, le Liban, le Hezbollah, qui d'ailleurs n'a rien à faire dans le sud et au sud de Litanie, puisqu'il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui demandait à l'armée régulière libanaise de se déployer et aux milices, dont le Hezbollah, de désarmer et en tout cas de ne pas être présent dans cette zone. Donc là, effectivement, ça n'a pas du tout été respecté. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où 80 000 personnes ne peuvent pas résider dans leur foyer, il y avait une demande forte, et y compris, comme je disais, des militaires israéliens. Ils pensaient que ça devait être fait plus tôt. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça a redonné une popularité à Netanyahou, qui était très critiqué et qui reste critiqué, parce que les otages sont toujours dans la bande de Gaza. Sylvie Berman, juste sur la question des Nations Unies, la résolution 1701, qu'on comprenne bien, il y a des soldats des Nations Unies dans le sud du Liban. Il y a des Français parmi eux d'ailleurs. Il y a 700 Français, il y a 10 000 hommes. Donc comme moi, j'étais là au moment de la négociation et que j'envoyais les instructions à New York, je connais bien cette résolution. En fait, à l'époque, c'était Jacques Chirac et George Bush qui ont négocié ensemble. George Bush négociant avec les Israéliens et Jacques Chirac avec le Premier ministre libanais qui lui-même était en contact avec le Hezbollah. Et donc, alors, il y avait à la fois le désarmement des milices, le recul au-delà du Litanie, et il y avait le déploiement d'une finule dite renforcée avec un mandat plus robuste. Donc, il y avait 15 000 hommes, 2 000 Français,
même si au départ le président avait hésité. Ce n'est pas rien sur un territoire qui est petit. Non, c'est pas rien, à cause du Drakkar, à cause des soldats de la paix français qui avaient été assassinés en 1983. Donc il hésitait à renvoyer des casques bleus français au Liban. Bon, on l'a fait. Moi, je suis allée plusieurs fois au Liban et en Israël, justement pour voir la mise en œuvre de cette résolution. Et ce qu'ils me disaient tous, c'est-à-dire à la fois les membres de la FINUL, le bataillon français, et puis les chefs de l'armée libanaise, c'est qu'en réalité, l'armée libanaise, très largement chiite, protégeait le Hezbollah. C'est-à-dire que dès qu'il y avait découverte de caches d'armes illégales, l'armée se déployait pour empêcher la FINUL d'y aller. Et aujourd'hui, la FINUL, elle compte les coups. Elle n'a aucun poids. Est-ce que son mandat n'est pas assez... Alors, que faudrait-il penser comme mandat pour une armée d'intervention, pour des soldats de la paix, Sylvie Berman? Et puis je poserai la question aussi à Yves Mamou. Vous savez, on avait discuté de l'usage de la force. Et ça, c'est le plus important, c'est-à-dire pouvoir intervenir pour défendre le mandat. Et la réalité, c'est que ça a été quelque chose d'un petit peu flou, c'est-à-dire que la responsabilité première était malgré tout à l'armée libanaise, et à partir du moment où elle ne pouvait pas jouer son rôle, que la FINUL ait un mandat robuste ou pas, elle ne pouvait pas intervenir directement. Donc c'est un peu le problème. Aujourd'hui, elle se protège. Alors est-ce qu'on déploiera à nouveau une FINUL ou une force des Nations Unies ? Mais on ne pouvait pas donner un mandat à la FINUL qui est autorité sur l'armée si, libanaise. Si, vous pouvez le donner. Mais à l'époque, le Premier ministre libanais, qui était Signoral, l'avait refusé. Aujourd'hui, ce pays a certes un Premier ministre, mais provisoire. Il n'a pas de gouvernement, il n'a pas de président. Donc, c'est un État failli et qu'il est de plus en plus. C'est le Hezbollah qui dirige ce pays, en réalité. Oui. Et la résolution 1701 dont vous parlez est une filouterie incroyable, parce qu'elle n'a jamais été appliquée. Je veux dire, le Hezbollah a continué d'être présent entre le Litanie et la frontière israélienne. Et non seulement il a continué d'être présent, mais il s'est renforcé, construit des tunnels, et ceci sous le nez de la FINUL qui a laissé faire, et sans que... Voilà, donc les Israéliens ont été bernés par cette résolution, ils ont été bernés par le président américain et par le président français. Donc je pense qu'ils ne se laisseront pas faire deux fois sur une résolution de l'ONU qui leur promettra la Lune et aboutira à la guerre. Au bout du compte, pour l'ONU, c'est quand même un désaveu. Ce n'est pas le premier, évidemment, mais c'est un désaveu, une forme d'hypocrisie aussi un peu quand même, non ? Non, c'est pas de l'hypocrisie, je pense. On sait qu'on ne peut pas agir et on y va quand même. Non, mais à l'époque, justement, comme c'était un mandat renforcé, puisque je me souviens que les Américains, les Israéliens ne voulaient pas la FINUL première manière parce que son mandat n'était pas assez robuste. Donc, on a essayé effectivement de le renforcer. D'ailleurs, la France a déployé des chars Leclerc qui ne sont pas restés très longtemps parce que les Libanais ont demandé qu'on les retire. Ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est pas rien. Non, parce qu'on voulait montrer la force. Mais malheureusement, c'est compte tenu du contexte. Et puis, ce qu'il faut dire, effectivement, c'est le Hezbollah qui est un État dans l'État. C'est lui qui a le pouvoir et les autres Libanais ont peur. Eh bien, c'est le débat du jour qui continue avec Yves Mamou, Sylvie Berman. Continuez à réagir direct @rcf.fr et direct @radionotre-dame.com. Une courte page de publicité, ce sera les informations. Et puis le débat du jour continuera après la pause. – 9h32 et le débat du jour continue, débat largement consacré et même entièrement consacré aux attaques du 7 octobre, Louis Dauphren. Oui, on essaie de savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle on est pour essayer d'esquisser éventuellement des pistes de solutions. Mais évidemment, on parle avec tellement de pointillés, tant la solution paraît lointaine et tant la situation paraît, c'est vrai, on peut le dire, désespérée. Le pape appelle aujourd'hui à une journée de prière et de pénitence pour la paix dans le monde et il cible en particulier la situation au Proche-Orient. On disait à l'instant à quel point la situation telle que l'ONU a essayé de l'imaginer pour endiguer les choses n'a pas réussi. Yves Mamou, il faut regarder aussi la question régionale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir en fait ce conflit sans évidemment la question iranienne qui se profile derrière. Il me semble que ce conflit qui existe depuis un an au Moyen-Orient entre Israël et deux puissants groupes terroristes, ce n'est pas une énième répétition du conflit israélo-palestinien. C'est un conflit beaucoup plus large qui mêle
met face à face aujourd'hui directement l'Iran et Israël et qui révèle que l'Iran a un projet global pour le Moyen-Orient et que ce projet global pour le Moyen-Orient, c'est-à-dire que c'est un projet d'hégémonie globale qui fait peur aux États arabes et notamment aux États arabes du Golfe, ce projet hégémonique de l'Iran passe par l'éradication de l'État d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce qui s'est passé pendant les premières années de naissance de l'État d'Israël, c'est que les États arabes ont mis sur le dos d'Israël tous les maux de leur population, la pauvreté, la misère, l'inculture, etc. Donc ils ont fait d'Israël un bouc émissaire de tous les problèmes du monde arabe. Et l'Iran est venu prendre les marrons du feu, c'est-à-dire qu'il a dit cette colère, cette rancœur, ce mal-être des populations arabes du Moyen-Orient, je les capte à mon profit et je les mets parce que les Iraniens, ce n'est pas des Arabes, c'est des Perses. Et ils ne sont pas sunnites, ils sont chiites. Et pour un Arabe sunnite, un chiite, c'est moins qu'un juif quasiment encore. Donc le seul moyen qu'ont des Perses, qui sont aussi des chiites, d'avoir un projet hégémonique sur le Moyen-Orient, c'est de se poser en vainqueur de la cause palestinienne. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que toute la stratégie iranienne depuis 40 ans, en construisant le Hezbollah en 1982, en finalement réussissant à soudoyer le Hamas à Gaza, en constituant des milices en Irak et en Syrie, en noyautant toute la population de Judée-Samarie, de Cisjordanie, avec des cellules du Hamas et du Hezbollah, etc. Je veux dire, ils ont constitué autour d'Israël un cercle de feu qui n'aspirait qu'à exploser. Et aujourd'hui, la situation d'Israël, c'est que c'est un combat pour la vie ou la mort. C'est-à-dire que soit l'État disparaît, et à ce moment-là, l'Iran devient le maître incontesté et hégémonique du Moyen-Orient, soit c'est le contraire qui se passe. Et à ce moment-là, d'autres perspectives s'ouvrent au Moyen-Orient. Ce qui s'est passé avec les accords d'Abraham ont montré qu'il y avait, dans le monde arabe, un contre-projet au projet iranien. Je veux dire, ce contre-projet, notamment... On peut expliquer les accords d'Abraham en 2 mots, puisque c'était sous Donald Trump. Oui, les accords d'Abraham ont été signés par Donald Trump, et au fond, c'était des accords qui mettaient de côté la cause palestinienne, entre guillemets, et qui disaient, jusqu'à présent, la cause palestinienne, c'était le verrou qui bloquait toute passerelle entre le monde arabe et Israël. Donc, les accords d'Abraham ont dit... On finira par régler la cause palestinienne, le cas des Palestiniens, mais après. Et donc, entre-temps, on a créé des accords de paix avec le Maroc, avec les Émirats arabes unis, avec Bahreïn, etc. Et il manquait l'Arabie saoudite, qui était le joyau. Et l'Arabie saoudite montrait évidemment qu'elle n'était pas hostile du tout à cette idée. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, au mois de septembre 2023, c'est-à-dire un mois avant l'attaque du 7 octobre, il s'est passé 2 événements très importants. D'abord, l'Arabie saoudite a fait savoir clairement qu'elle était prête à nouer des relations diplomatiques avec Israël. Et 2, il y a eu un accord signé entre les États-Unis, l'Arabie saoudite, les Émirats, la Jordanie et aussi Israël, de créer un corridor économique, et l'Inde aussi, l'Inde faisait partie, de créer un corridor économique qui partirait de Mumbai avec un convoi des marchandises qui serait débarqué par bateau au Moyen-Orient. Une ligne de chemin de fer serait construite qui courrait jusqu'à Haïfa en Israël. Et là, les marchandises iraient en Europe et vice-versa, etc. C'est-à-dire c'était un projet d'intégration économique d'Israël dans le Moyen-Orient. Donc ça, l'Iran l'a fait échouer. Et c'est ça que l'Iran a voulu faire exploser. Sylvie Berman, c'est ça en fait, c'est une clé de compréhension de ce qui arrive aujourd'hui. Oui, c'est une clé de compréhension. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui parce qu'en réalité, les dirigeants sunnites sont assez silencieux et même finalement, ce qu'on appelle la rue arabe ou arabo-musulmane ne s'exprime pas beaucoup. Le projet de l'Arabie saoudite, c'était de développer son pays avec toutes ses ambitions économiques. Et d'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il mettait fin au processus. Il a dit on suspend le processus jusqu'à ce qu'on trouve une solution au problème israélo-palestinien. Mais le problème, c'est effectivement la rivalité de ces pays, une crainte que l'Iran accède à l'arme nucléaire
Et d'ailleurs, si c'est le cas, les autres pays, dont l'Arabie saoudite, voudront également se doter de l'arme nucléaire. Et là, on entre dans un processus de prolifération. L'idée de mettre l'accord entre Juifs et Palestiniens après d'autres considérations, ce que postulaient les accords d'Abraham, c'était une bonne idée diplomatiquement parlant? Dans la mesure, pendant très longtemps, on a pensé que c'était une question centrale. Et puis finalement, on n'entendait plus parler pendant des années. Donc tout le monde s'est dit, finalement, on peut faire sans, essayer de trouver une solution après. Sauf que la solution est de plus en plus difficile parce qu'on ne voit pas très bien. Je veux dire, un État binational, c'est impossible. Parce que les Arabes israéliens ou les Palestiniens seraient à terme plus nombreux que les Israéliens. Ils auront un ennemi intérieur. Et la solution à 2 États est de plus en plus difficile. Parce que Faire la Belgique, c'est pas possible. de Gaza, vous avez aussi la Cisjordanie avec la colonisation illégale de la Cisjordanie. Donc il reste plus grand-chose. Il faudra le modèle belge, Sylvie Oui. Berman, ça paraît complètement utopique. Jérusalem, équivalent de Bruxelles, je ne sais pas, puis on imagine... Ça paraît impossible. Mais vous savez, après toutes ces années de conflits, il y a un niveau de haine entre les deux. Et puis vous avez quand même le Netanyahou qui est pris en otage par 2 ministres suprémacistes d'extrême droite, Smotrich et Ben-Gvir, et qui menacent de faire tomber son gouvernement si... il n'a pas cette politique guerrière. Alors, Yves Mamou, Benjamin Netanyahou est tenu en otage, en fait? L'otage politique, c'est lui? Moi, écoutez, franchement, je n'adhère. Ça, c'est le discours de la gauche israélienne qui est de dire il est prisonnier de sa coalition, il est prisonnier de la phase la plus extrême de sa coalition, etc. Netanyahou, il est... Comment dire ? C'est pas ça. Je veux dire, c'est un vrai homme d'État israélien et c'est un des derniers grands hommes d'État israéliens et c'est l'un des uniques chefs d'État aujourd'hui qui a une vision un peu géostratégique de son pays et de sa position au Moyen-Orient. Bien sûr qu'il a des casseroles sur le dos, mais ces casseroles ont été largement inventées aussi par la gauche. Donc ça veut dire qu'en fait, vous estimez qu'il agit de son propre chef et qu'il n'est pas tenu? Moi, je pense qu'il n'est pas tenu du tout. Ce qui, d'une certaine façon, aggrave son cas pour ses adversaires. Un peu. Puisque ça veut dire qu'il ça est... aggrave son cas. Je pense que c'est ça qui porte sa popularité, parce que il est dans une logique de victoire. Et jusqu'à présent, Israël était empêché par les Européens, par les Américains, d'aller jusqu'au bout. Mais la victoire, jusqu'au bout, c'est quoi la victoire jusqu'au bout? La victoire, c'est Yves Mamou. Jusqu'à présent, le carcan. Je veux dire, il faut se mettre à la place des Israéliens. Moi, je vais souvent en Israël. Je peux vous dire que quand les sirènes résonnent et qu'il y a des alertes et qu'on entend des explosions, ça fait peur. Je veux dire, voilà. Moi, je n'ai jamais été menacé directement, mais je cours me réfugier dans les abris comme des millions d'Israéliens chaque fois que j'entends cette sirène et que les explosions qui se succèdent. Donc, à un moment donné, les Israéliens en ont marre. Il y a un vrai désir de vivre en paix en Israël. Il y a un vrai désir de vivre en sécurité. Et pour vivre en sécurité aujourd'hui, il faut casser les reins de ces mouvements terroristes que sont le Hamas, le Hezbollah et de tout ce cercle de feu que l'Iran a constitué autour du pays. Et ça peut prendre combien de temps? Est-ce que c'est même envisageable dans la mesure où... C'est envisageable si les Américains et les Européens jouent le jeu. C'est-à-dire se disent, le problème du Moyen-Orient, c'est pas Israël, c'est l'Iran. Et si les Européens et les Américains jouent ce jeu-là, alors les choses, on re-rentre dans une période, accord d'Abraham, on renoue des passerelles entre les États du Golfe et entre les États arabes et Israël, et on rentre dans une région pacifiée. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'Iran. Est-ce qu'on peut imaginer, Sylvie Berman, vous savez, quand les Américains ont attaqué l'Irak en 91, la plupart des Américains pensaient que leur pays attaquait l'Iran. Parce que l'Iran, l'Irak, les Américains ne savent pas trop où ça se situe. Et est-ce qu'on peut imaginer une opération, alors là, on fait vraiment la politique fiction, est-ce qu'on peut imaginer une opération comme Tempête du désert, une opération monumentale menée par l'Occident contre l'Iran? Écoutez, je ne pense pas, parce que la plupart, à part la première guerre du Golfe, mais qui était pour rétablir le droit, ces interventions ont été des catastrophes absolues.
Les pays sont devenus des États faillis, et en plus de ça, avec une contagion du terrorisme. Et quand nous-mêmes, on est intervenus en Libye pour éliminer Kadhafi, en réalité, ce qui n'était pas conforme aux termes de la résolution, qui était de protéger la population. Et le résultat, c'est qu'ils ont essaimé dans le Sahel et partout. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Américains soient très chauds pour à nouveau une intervention. Alors que Mais ils ont bien installé Israéliens... Khomeini au pouvoir. Ce sont quand même les Américains qui ont installé Khomeini au pouvoir. Est-ce que c'est les Américains? Non. Ça, c'est, Ils les ont laissés, ils ont Ils laissé ont- quand même. Les Français aussi ont joué un rôle. Hein, Bah, c'est quand même... Mais ils ont quand même oui, torpillé. Enfin, l'Occident. On va mettre un gros Occident. On a quand même torpillé Parce- oui, le pouvoir du Shah pour installer des islamistes. Oui, pour installer, je crois qu'on n'a pas mesuré ce que serait Khomeini, et d'ailleurs les Américains l'ont payé cher, et ça reste un traumatisme, hein, cette occupation de l'ambassade. Donc je ne sais pas. En plus, moi j'ai une autre interrogation pour avoir vu justement les conséquences de toutes ces interventions extérieures. C'est si en fait vous avez un nouveau régime installé dans les fourgons de l'étranger d'une certaine manière, je ne pense pas que ce soit viable à terme. C'est-à-dire qu'ensuite, je ne sais pas ce que feront les Israéliens, moi je ne suis pas sûre qu'ils vont essayer de tuer le guide suprême, mais si ça ne vient pas de l'intérieur, vous avez en Iran une société qui est pré-démocratique, pré-laïque. Il y a les ressources en Iran pour avoir un pouvoir. Et qui en serait très heureux, parce que légitime. vous parlez de la détestation, effectivement, des sunnites contre les chiites, mais vous avez aussi un mépris total des Persans contre les Arabes. Bien entendu. D'où le célèbre historien américain Bernard Lewis disait que les ayatollahs avaient chaussé les bottes des grands empereurs perses pour partir à l'assaut du Moyen-Orient. Et c'est exactement ça, c'est ce côté impérial de l'Iran par rapport au monde arabe qu'il méprise effectivement souverainement. Mais l'idée qu'on peut développer, qu'on a pu développer dans plusieurs émissions ici, c'est que la société israélienne et la société perse, en fait, se ressemblent par certains côtés, par le biais de la jeunesse. Alors peut-être que c'est un prisme que nous avons, ou qu'on voudrait avoir, peut-être qu'on s'auto-persuade, je ne sais pas. Mais si vous dites qu'il y a les ressources dans la société persane Oui. pour faire un autre pays que celui qui existe aujourd'hui, il y aurait un espoir de ce côté-là, non? Mais, Si c'est la, il faut voir comment... si c'est la solution. Oui, mais vous avez vu ces multiples révoltes de jeunes étudiants, de femmes qui finalement ont été martyrisées, tuées, envoyées en prison avec la violence Parce que le pouvoir est encore puissant. des gardiens de la Révolution. Non, il parce est, que il le- est puissant le il est- pouvoir, mais les Américains ont quand même favorisé complètement, ont joué le jeu des ayatollahs. C'est-à-dire que Joe Biden a autorisé l'Iran à contourner tout le socle de sanctions que Donald Trump avait instauré. Donc les Iraniens qui ne pouvaient vendre quasiment que 500 000 barils de pétrole par jour, en vendent aujourd'hui 5 ou 6 millions par Et jour. pourquoi? Pourquoi? Mais parce que les Américains sont dans une politique de cogestion du Moyen-Orient avec l'Iran. Ils se veulent les partenaires des Iraniens et ils pensent que les Iraniens sont le pays assez puissant et assez fort pour instaurer un Moyen-Orient tranquille. Sauf que les Iraniens, ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Les ayatollahs n'ont qu'une aspiration, c'est éjecter les Américains du Moyen-Orient. Et notamment, ce qu'ils considèrent comme leur chien couché, c'est l'État d'Israël. Donc les Américains ont deux fers au feu, un fer iranien, un fer israélien. C'est ça, Sylvie Alors, Berman? moi, je diverge un petit peu là-dessus. D'abord parce que je pense que l'erreur de Trump, ça a été de dénoncer l'accord nucléaire qui permettait une vérification par l'Agence atomique internationale de ce que faisaient les Iraniens. Et d'ailleurs, depuis, ça a explosé, puisqu'il se rapproche du degré d'enrichissement qui permet effectivement de faire une bombe nucléaire. Et l'idée, effectivement, était d'avoir une relation contractuelle sur des engagements en ce qui concerne le nucléaire en contrepartie de levée de sanctions. À partir du moment où cet accord a été détruit, les Iraniens ont considéré qu'ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Puisqu'ils sont sanctionnés, finalement, c'est pour ça qu'ils livrent des armes à la Russie pour frapper l'Ukraine. Il y a plus les régimes de sanctions ne fonctionnent plus, justement. Mais apparemment, Joe Biden ne mais veut pas qu'il fonctionne aussi. Vous avez tout à fait raison. C'est effectivement, les Iraniens se sont sentis libres et personne ne leur a dit, mais vous avez quand même signé un accord et vous devez le respecter.
Mais Joe Biden, non seulement a autorisé les Iraniens à contourner les sanctions sur les ventes de pétrole, mais il leur a aussi dégelé des dizaines de milliards de dollars qui étaient dans des comptes, parce que le jeu des sanctions faisait que les Iraniens étaient privés de leurs revenus pétroliers. Et ces milliards de dollars, ils ont été restitués aux Iraniens. Et donc c'est ça qui permet d'armer le Hezbollah, c'est ça qui permet d'armer les milices diverses du Hamas, de construire des tunnels. Je veux dire, mais j'imagine que Benjamin Netanyahou le dit à Joe Biden. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que maintenant, ça se retourne contre nous. Yves Mamou. Il y a au sein du... Alors maintenant, il faut parler des États-Unis, parce que au sein, je veux dire, traditionnellement, la défense d'Israël était une cause bipartisane aux États-Unis. C'est-à-dire que le Parti démocrate et le Parti républicain défendaient corps et âme le droit d'Israël à l'existence. D'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, c'est changé. Je veux dire, vous savez, dans les systèmes anglo-saxons, c'est comme en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, il n'y a pas de place pour des petits partis. C'est deux grands partis qui mènent le jeu. C'est le Labour et les Tories en Grande-Bretagne, les républicains et les démocrates aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petits partis. Ça veut dire que ces petits partis, pour exister, sont obligés d'investir l'un des deux grands partis. Et les woke, les islamistes, les gauchistes, et tout ça, ont investi le Parti démocrate. Et ils se sont coordonnés entre eux, et ils font du bruit. Et aujourd'hui, mon Dieu, ils sont un outil d'influence extrêmement important sur la direction du Parti démocrate et sur la présidence des États-Unis. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que Joe Biden est officiellement un ami d'Israël, mais dans les faits, c'est pas si évident que ça. Donc, ces gestes à l'égard de l'Iran, vous les expliquez comme ça? Bien sûr. C'est votre interprétation. Sylvie Berman, Moi, je suis un tout petit peu plus nuancée, mais c'est vrai qu'il y avait un peu une attente par rapport au nouveau président iranien qui a été quand même considéré comme plus ouvert, plus démocrate, qui d'ailleurs est allé aussi aux Nations Unies et appelait plutôt à la paix. Et je pense que ça correspond à une aspiration de cette société iranienne qui en a assez de ce régime des mollahs. Donc je pense que c'est un petit peu là-dessus aussi que comptaient les Américains. Mais la réalité aussi, c'est que Joe Biden est très faible. Il n'est pas écouté par les Israéliens et il est écouté par peu de monde. Alors maintenant, vous avez dans un mois des élections et la crainte, c'est que les pro-palestiniens ou les Arabes, une population d'origine arabe dans le Michigan, ne votent pas pour Kamala Harris. Et donc, ils font aussi très attention à ça. C'est pour ça que c'est un discours qui est et pourquoi ne voteraient-ils pas pour elle dans la mesure où on les imagine moins voter pour Donald Trump? Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils s'abstiendraient. C'est-à-dire à partir du moment où Joe Biden avait une position pro-israélienne, il ne voterait peut-être pas pour Donald Trump, mais s'abstiendrait. Vos interventions font réagir les auditeurs qui s'inquiètent pour les populations palestiniennes. L'attaque du Hamas il y a un an a été absolument épouvantable, écrit ainsi Sabine, mais la réaction du gouvernement israélien est devenue totalement disproportionnée. Est-ce qu'une vie israélienne vaut vraiment 40 vies palestiniennes, écrit-elle? Et puis, Elisa réagit aussi, elle parle de l'arrêt de la colonisation dans les territoires occupés et de cessez-le-feu, voulu notamment par le pape François, par Antonio Guterres, par le père Gabriel Romanelli, le curé de Gaza, et par tout un tas de personnes dont elle donne le nom. En tout cas, le sort des populations gazaouis inquiète énormément les auditeurs qui réagissent par mail direct@rcf.fr. Yves Mamou là-dessus. Une vie israélienne, 40 vies palestiniennes? Écoutez, ces comptes du Hamas sont truqués de bout en bout. Il est évident que la guerre génère des morts civiles, ça c'est indéniable, mais dans les 40 000 affichés par le ministère de la Santé du Hamas, il y a les 20 000 miliciens du Hamas qui ont été tués au Est-ce cours des qu'une vie combats. israélienne vaut 20 vies palestiniennes alors? Écoutez, le jour où il y a des pays qui peuvent faire la guerre sans mort civile, dites-le moi. Moi, je suis... franchement, le ratio aujourd'hui de morts civiles à Gaza, il est en dessous des standards occidentaux. Ça, c'est ce que dit Israël. C'est un discours qui mérite d'être Et qu'est-ce que c'est entendu. les standards occidentaux, Yves Mamou, vous les connaissez ou... Écoutez, quand J'avoue de ne pas les connaître sur le ratio, le rapport entre morts civiles et mais morts en général, militaires. c'est 2 civils pour un militaire, quoi, au minimum. Donc là, 1 pour 1, ça me paraît fâcheux, mais très raisonnable.
Réplique disproportionnée ou pas pour vous, Sylvie Berman? Aujourd'hui, il est clair que ça pose un problème parce qu'il y a beaucoup trop de victimes civiles à Gaza et qu'il faut trouver une solution. C'est-à-dire soit Israël arrivait à détruire complètement les moyens militaires du Hamas et ça se justifiait. Aujourd'hui, on se pose la question parce qu'ils n'y arriveront peut-être pas. Donc il va bien falloir à un moment une trêve, un cessez-le-feu. Puis d'ailleurs, il y a toujours ces otages qu'il faudrait récupérer et qui ne semblent pas être la priorité de Netanyahou. C'est hallucinant que personne ne se préoccupe des otages alors que c'est des gens qui sont enfermés dans des tunnels et soumis à des pires exactions de la part des miliciens du Hamas et on ne se soucie que des pauvres Palestiniens. Je trouve ça mais profondément scandaleux. Et Netanyahou s'en soucie-t-il? Yves Mamou, qu'est-ce que ça veut dire se soucier des otages quand on a une... Quelle est la doctrine en fait la israélienne doctrine sur le sujet? israélienne, c'est de dire c'est pas par un cessez-le-feu qu'on obtiendra la libération des otages, c'est par la guerre. C'est en exerçant une pression militaire continue sur le Hamas. À un moment donné, ils se rendront et libéreront les otages. C'est ça la doctrine qui est actuellement court. En échange de prisonniers du Hamas, selon... Les prisonniers ils sont quasiment tous sortis au cours des échanges précédents. Donc Israël n'a plus rien à échanger contre ces otages. Non. Donc c'est le rapport de force en fait qui peut l'emporter. Le problème, c'est qu'il reste de moins en moins d'otages. C'est-à-dire les Israéliens en comptent 101, mais dans les 101, il y a beaucoup de morts. Et j'ai peur, malgré tout, que Netanyahou fasse l'impasse là-dessus. Et d'ailleurs, ce que moi je dis, ça n'a aucune importance, mais c'est ce que disent beaucoup d'Israéliens et de familles d'otages qui lui reprochent effectivement de ne pas considérer que c'est une priorité. Au début de l'intervention, il a dit j'ai deux priorités, c'est éliminer les structures militaires du Hamas et puis libérer les otages. Et là, ça a été quand même oublié. Moi, je trouve que franchement, quand on est la France, quand on est les États-Unis, qu'on ne fasse pas pression sur le Qatar pour qu'il fasse pression sur la direction politique du Hamas qui vit à Doha tranquillement dans les palaces de l'État qatari, qu'on ne leur demande rien, je trouve ça mais vraiment honteux. Je veux dire, les Occidentaux ont une lourde responsabilité dans le nombre de morts civiles à Gaza. Je veux dire, le fait qu'on ait obligé l'armée israélienne à faire la guerre au milieu de 2 millions de civils, c'est absolument scandaleux. Je veux dire, il aurait fallu forcer les Égyptiens à ouvrir leurs frontières. C'est quoi de l'autre côté? C'est le désert. Donc les Égyptiens pouvaient très bien accueillir 2 millions de Gazaouis le temps que les Israéliens fassent le boulot contre le Hamas. Ça ne s'est pas fait. On a multiplié les obstacles en permanence dans l'armée israélienne pour qu'elle s'épuise et pour que le scandale international l'oblige à arrêter les combats à l'avance. Le fait qu'on ait obligé l'armée israélienne aussi à nourrir en permanence les miliciens du Hamas, à ventiler les tunnels en donnant de l'électricité, c'est un pur scandale politique, c'est un pur scandale diplomatique. C'est votre avis, Sylvie Berman, sur ce point, les Occidentaux, par rapport au Qatar Non, mais il y a eu des pressions, il y a eu des interventions auprès du Qatar. La direction politique, c'était Haniyeh qui a été éliminé. C'est Yahya Sinwar qui est le décisionnaire et qui l'a toujours été. Donc, je ne pense pas que des pressions supplémentaires sur le Qatar auraient été utiles. Est-ce qu'on a des leviers? Est-ce qu'on a encore écouté? Mais on n'a pas vraiment. Non, mais en plus de ça, le Qatar, il joue un double jeu, c'est-à-dire à la fois, il finance tous les mouvements terroristes de la Terre et il est également un médiateur entre ces mouvements et les États occidentaux. Et le Qatar est un propriétaire foncier ou un propriétaire de clubs de foot dans beaucoup de pays européens. Donc voilà, c'est une réalité dont on tient compte. Mais le Qatar, on ne peut pas le forcer. Le Qatar, on peut effectivement intervenir. Et je crois que ça a été fait par les Américains, ça a été fait également par les Français. Que peuvent-ils faire? Jean-Noël Barrot, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une perte d'influence de manière générale de la France. Il y a une perte d'influence aussi des États-Unis, ce qu'on voit bien, mais a fortiori de la France. Et puis, quand on parle des ventes d'armes, pour revenir au début de ce que vous disiez, on n'en vend quasiment pas à Israël, donc on n'a pas de levier. Les Américains peuvent en avoir. Donc je pense que c'est très difficile et qu'on est dans le registre des mots, des déclarations et difficilement d'autres choses. Sylvie Berman, oui. Si je peux dire un mot des Égyptiens,
les Égyptiens détestent le Hamas parce que le Hamas, c'est les frères musulmans. Et ils n'ont pas envie, effectivement, d'ouvrir leurs frontières. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est Oui, mal, d'accord, mais enfin, mais il c'est une faisait du réalité. trafic avec le Hamas et il s'enrichissait aussi grâce à lui. Donc, Eh bien, le débat le double discours, là va aussi... devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Yves Mamou et Sylvie Berman. Yves Mamou, ancien journaliste au quotidien Le Monde, essayiste. Sylvie Berman, ancienne ambassadeur de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Vous êtes notamment l'auteur de Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. C'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup Louis Dauphren pour ce matin. Et merci à Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale depuis 6h30. On donne rendez-vous demain pour une nouvelle matinale.